J'avais 32 ans lorsque j'ai vu mon père remettre à mon frère l'acte de propriété de mon appartement. Pas n'importe quel appartement. Mon appartement. Celui que j'avais passé 5 ans à rénover de mes propres mains et avec mon propre argent. Celui que j'avais sauvé de la saisie grâce à 30 000 € de mes économies. Celui que mes parents avaient promis qu'il serait un jour à moi. Et voilà qu'il était offert à mon frère jumeau, Benoît, lors de sa fête de fiançailles, comme s'il n'avait jamais été à moi. La salle a éclaté en applaudissements tandis que je restais figé, une coupe de champagne à moitié vide tremblant dans ma main, réalisant qu'aux yeux de ma famille, j'avais toujours été et serais toujours rien de plus qu'une simple pensée après coup. Je m'appelle Élodie, et ce que je m'apprête à vous raconter n'est pas seulement une histoire d'appartement. C'est l'histoire de la découverte jusqu'où une personne peut être poussée avant de finalement riposter. Depuis nos plus lointains souvenirs, Benoît et moi partagions peut-être la même date de naissance, le même ADN et la même maison d'enfance, mais nous existions dans des univers complètement différents en ce qui concernait l'affection de nos parents. Je me souviens encore de mon 10e anniversaire. Alors que Benoît recevait un vélo neuf et brillant avec son nom peint sur le cadre, j'ai eu un ensemble pratique de livres éducatifs de la section des soldes. Quand il ramenait des notes juste au-dessus de la moyenne, mes parents célébraient avec un dîner au restaurant. Quand j'étais au tableau d'honneur, il hochait la tête et disait « C'est bien, Élodie », avant de se tourner vers ce que Benoît faisait. Le message était gravé dans les fondations de mon enfance. Benoît comptait. J'étais juste là. À 27 ans, j'avais construit une vie décente pour moi-même malgré le poids invisible d'être l'enfant la moins aimée. J'avais un emploi dans le marketing en centre-ville où j'étais douée. J'avais un minuscule appartement loin du travail qui me prenait des heures de trajet chaque jour. Et j'avais l'espoir constant et silencieux qu'un jour mes parents me verraient vraiment, comme digne du même amour qu'ils donnaient à mon frère. C'est alors que mes parents ont fait ce qui semblait être leur premier geste authentique envers moi. Ils m'ont offert leur appartement. Enfin, pas exactement offert. Ils voulaient que je le leur loue à 3/4 du prix du marché. L'endroit avait appartenu à la grand-mère de mon père, et il l'avait hérité il y a des années. Élodie, nous avons réfléchi, a dit ma mère lors d'un de nos rares dîners de famille. Sa voix portait ce ton qu'elle utilisait quand elle pensait être généreuse. Tu pourrais vivre dans l'ancien appartement de grand-mère. Nous ne te ferons payer que 3/4 de ce que tu paierais ailleurs dans le quartier. L'espoir a vacillé dans ma poitrine. Était-ce enfin ça? Une reconnaissance de mon existence, de mes besoins. J'aurais dû savoir mieux dans ma famille. Rien ne venait sans contrepartie. L'appartement était parfaitement situé, à distance de marche de mon bureau. Mais quand j'ai mis les pieds pour la première fois à l'intérieur, j'ai eu mal au ventre. Le sol s'enfonçait sous mes pieds, couvert d'une moquette vieille de plusieurs décennies qui dégageait des bouffées de poussière à chaque pas. Les murs étaient peints d'un jaune maladif qui donnait l'impression que tout était malade. La salle de bain s'effondrait, des carreaux manquant comme de mauvaises dents, et la cuisine semblait préservée des années 1970, avec des appareils qui faisaient des bruits inquiétants lorsqu'on les allumait. Debout dans ce salon moisi, j'ai ressenti le poids familier de la déception. Ce n'était pas un cadeau. C'était une pensée après coup. Un espace qu'il n'avait pas pris la peine d'entretenir. Maintenant présenté comme de la générosité, mais je l'ai quand même pris. L'emplacement était parfait, et quelque part au fond de moi vivait toujours cet enfant désespéré en quête d'approbation. Ce qui a suivi a été 5 ans de transformation, pas seulement de l'appartement, mais de moi. À chaque salaire, je mettais de l'argent de côté pour les améliorations. J'ai repeint ces murs jaunâtres avec des couleurs chaudes qui donnaient vie à l'espace. J'ai arraché cette moquette dégoûtante de mes propres mains, économisant pendant 6 mois pour installer un beau revêtement de sol stratifié partout. La plomberie était un désastre imminent. La moitié des tuyaux fuyaient, des dégâts des eaux rampant à travers les murs comme une maladie. J'ai engagé un professionnel qui a secoué la tête d'incrédulité. Vous avez de la chance d'avoir pris ça à temps, m'a-t-il dit. Encore 1 an et les dommages structurels auraient été catastrophiques. Un par un, les appareils sont tombés en panne. Le lave-vaisselle a inondé mes nouveaux sols. Le réfrigérateur est tombé en panne pendant une canicule, me forçant à jeter tout ce qu'il contenait. L'ancienne cuisinière chauffait de manière inégale et produisait parfois des étincelles inquiétantes. Je les ai tous remplacés,
regardant mes relevés de carte de crédit augmenter avec chaque achat nécessaire. J'ai même fait remplacer toutes les prises électriques lorsqu'un électricien m'a informé que les anciennes étaient un risque d'incendie imminent. Chaque amélioration, chaque réparation, chaque chose est sortie de ma poche. Mes parents passaient de temps en temps pour ce que mon père aimait appeler vérifier leur investissement. Ils se promenaient en hochant la tête avec approbation devant tout le travail que j'avais fait. Tu es en train de bien arranger cet endroit, disait ma mère, passant sa main sur les murs fraîchement peints. Il vaudra beaucoup plus quand tu auras fini. Je n'avais rien contre le travail. En fait, j'adorais ça. Pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qui me semblait appartenir. Même si je payais un loyer, même si techniquement cela appartenait à mes parents, je créais un foyer. Je construisais quelque chose de beau de mes propres mains. Puis, il y a environ 1 an, tout a changé. J'avais 31 ans, installé dans ma routine, me sentant plutôt bien dans ma vie. J'avais mon travail, mon appartement, mon indépendance. C'est alors que mes parents sont apparus à ma porte avec des expressions graves qui m'ont noué l'estomac avant même qu'ils ne parlent. « Élodie, il faut qu'on parle », a dit mon père alors qu'il s'asseyait sur mon canapé, le canapé que j'avais acheté et payé. Son visage portait le poids d'une mauvaise nouvelle. « Qu'y a-t-il » ai-je demandé, bien que quelque chose au fond de moi me prévienne déjà de me préparer à l'impact. « Nous avons des problèmes avec l'hypothèque de cet endroit », a dit ma mère, sa voix lourde de ce qui semblait être une véritable détresse. « Nous devons 30 000 € à la banque et nous ne pouvons pas les payer. La banque menace de saisir. » J'ai senti ma tasse de café glisser légèrement de mes mains. « Alors, que me demandez-vous de faire ? » « Nous avons besoin que vous payiez les 30 000 €, a dit mon père, ces mots me frappant comme un coup physique. « Nous savons que c'est beaucoup, mais considérez cela comme un investissement. Cet appartement sera à vous un jour de toute façon. »« Sera à moi » ai-je répété, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Bien sûr » a dit ma mère, tendant la main pour me serrer la main avec une tendresse inhabituelle. « Tu es notre fille. Nous n'allons pas te laisser sans rien. Benoît aura la maison quand nous serons partis, et tu auras cet appartement. Tu y as déjà mis tellement de travail. » J'avais quelques économies accumulées au fil des années de travail et de vie relativement bon marché. 30 000 € représentaient la majeure partie de ce que j'avais, mais si cela signifiait que je finirais par posséder l'endroit que j'avais rénové et amélioré pendant des années, cela semblait être un investissement raisonnable. « Vous avez promis que cet appartement sera à moi ?» ai-je demandé, ayant besoin de l'entendre une fois de plus. « Absolument » a dit mon père, me regardant droit dans les yeux avec une sincérité que je voyais rarement dirigée vers moi. « Nous n'allons pas oublier tout ce que vous avez fait pour cet endroit. Vous en avez fait votre maison. Alors je l'ai fait. J'ai transféré 30 000 €, presque tout ce que j'avais, à mes parents pour rembourser leurs dettes hypothécaires. Je leur faisais entièrement confiance. C'étaient mes parents après tout. Pourquoi me mentiraient-ils sur quelque chose d'aussi important ? La vie a continué normalement après cela. J'ai continué à vivre dans l'appartement, à payer un loyer, à entretenir et à améliorer l'endroit. Mes parents n'ont plus jamais mentionné l'argent, et j'ai supposé que cela signifiait que tout était réglé. L'appartement serait à moi un jour, et j'y avais déjà tellement investi qu'il me semblait déjà être le mien. Il y a 2 semaines, Benoît m'a appelé au travail. Je terminais des papiers quand mon téléphone a sonné et j'ai immédiatement entendu l'excitation dans sa voix. « Salut, Élodie, j'ai une excellente nouvelle » a-t-il dit, sautillant presque à travers le téléphone. « Chloé et moi allons nous fiancer. Nous organisons la fête de fiançailles dans 2 semaines chez ses parents. Tu es invité, évidemment. » Chloé était la petite amie de Benoît depuis environ 2 ans. Je la connaissais bien. Nous avions tous fréquenté le même lycée. Elle était intelligente, drôle, terrax en grave terre, une personne vraiment bonne. « Benoît, c'est incroyable » ai-je dit, et je le pensais. Malgré tout ce qui s'était passé avec mes parents, je tenais sincèrement à mon frère. Chloé est géniale. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Merci, ma sœur. Ça me touche beaucoup de t'entendre dire ça. Maman et papa sont aux anges. Bien sûr qu'ils l'étaient. Leur enfant prodige allait épouser une gentille fille d'une bonne famille.
C'était probablement la meilleure nouvelle qu'ils aient eue de l'année. La fête de fiançailles avait lieu chez les parents de Chloé dans une jolie banlieue à environ 30 minutes du centre-ville. Quand je suis arrivée, l'endroit bourdonnait déjà d'environ 40 personnes, la famille de Chloé, d'anciens amis du lycée, des proches que je reconnaissais des diverses réunions de famille au fil des ans. Élodie. Chloé s'est précipitée vers moi dès que je suis entrée, rayonnante de bonheur. Je suis si contente que tu aies pu venir. Félicitations, ai-je dit, lui faisant un gros câlin. Je suis si heureuse pour toi et Benoît. La fête se passait bien. Les gens riaient, mangeaient, buvaient, partageaient des histoires sur l'heureux couple. Je passais en fait un bon moment, rattrapant le temps perdu avec de vieux amis et profitant de la célébration. Puis, environ 1 heure après le début de la fête, mon père s'est raclé la gorge bruyamment et a appelé l'attention de tout le monde. « Excusez-moi, tout le monde, a-t-il dit, sa voix portant dans la pièce, si je pouvais avoir votre attention un instant. » La pièce s'est tue et tous les yeux se sont tournés vers mon père. Il se tenait au centre du salon, ma mère à ses côtés, tous deux rayonnants de fierté. Diane et moi voulions prendre un instant pour dire à quel point nous sommes fiers de notre fils Benoît. Mon père a continué, il a toujours été un garçon si merveilleux, et le voir si heureux avec Chloé nous remplit le cœur de joie. Les gens ont murmuré leur accord, souriant et hochant la tête. C'est bien, ai-je pensé. Un peu sentimental, mais bien. Nous avons un cadeau de fiançailles très spécial pour Benoît, a dit mon père, fouillant dans la poche de sa veste. Quelque chose qui montre à quel point nous l'aimons et à quel point nous sommes fiers de l'homme qu'il est devenu. Il a sorti une enveloppe et l'a tendue à Benoît. Le visage de mon frère s'est illuminé, mais il n'a pas eu l'air surpris. En fait, il avait l'air de s'y attendre. « Vas-y, mon fils. Ouvre-le. » Benoît a ouvert l'enveloppe et en a sorti des documents d'aspect officiel. Il les a parcourus rapidement, puis a levé les yeux vers nos parents avec un immense sourire. « Maman, papa, c'est incroyable, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Merci beaucoup. Je n'arrive pas à croire que vous fassiez ça. Qu'est-ce que c'est, a crié quelqu'un dans la foule. Ma mère s'est avancée, rayonnante de fierté. C'est l'acte de propriété d'un appartement en centre-ville. Celui où la sœur de Benoît vit depuis quelques années. Nous le donnons à Benoît et Chloé comme cadeau de mariage. La pièce a éclaté en félicitations et en applaudissements. Les gens applaudissaient, manifestant leur approbation, disant à Benoît qu'il avait de la chance d'avoir des parents si généreux. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ma vision s'est brouillée, les bords s'assombrissant tandis que je luttais pour respirer. J'ai dû me cramponner au dossier d'une chaise pour me stabiliser. L'appartement. Mon appartement. Celui pour lequel je payais un loyer depuis 5 ans. Celui que j'avais entièrement rénové avec mon propre argent. Celui que j'avais payé 30 000 € pour le sauver de la saisie il y a tout juste 1 an. Celui que mes parents avaient promis qu'il serait un jour à moi. Ils le donnaient à Benoît. C'est un cadeau merveilleux, disait Chloé, regardant les documents dans les mains de Benoît. Nous sommes si reconnaissants. Nous parlions de trouver notre propre endroit, et c'est juste parfait. Benoît le mérite, a dit mon père à haute voix, s'assurant que tout le monde pouvait entendre. Il se marie, il va bientôt fonder une famille, espérons-le. Lui et Chloé ont besoin de leur propre endroit pour construire leur vie ensemble. J'ai regardé mes parents, espérant désespérément attirer leur regard, espérant une sorte d'explication ou d'excuse. Mais quand ils m'ont vu regarder, ils ont juste souri et haussé les épaules comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. C'est alors que ma tante Barbara, la sœur de ma mère, a pris la parole de l'autre bout de la pièce. « Attendez une minute, a-t-elle dit, sa voix coupant les célébrations. Et Élodie ? N'a-t-elle pas vécu dans cet appartement pendant des années ? » La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde s'est tourné pour me regarder, puis mes parents. J'ai senti mon visage brûler d'humiliation, mais je ne pouvais pas parler à cause de la boule dans ma gorge. Mon père a haussé les épaules avec désinvolture. Élodie devra déménager. Bien sûr. Nous la laissons y vivre depuis 5 ans maintenant. Je pense que c'est assez généreux. C'est une adulte, a ajouté ma mère. Elle peut trouver son propre endroit. Il y a plein d'appartements à louer dans la ville.
J'aurais pu dire la vérité à tout le monde sur le champ. J'aurais pu me lever et annoncer que je n'y vivais pas gratuitement comme mes parents le faisaient croire. J'aurais pu expliquer que je payais un loyer chaque mois, que j'avais rénové tout l'endroit avec mon propre argent, que je leur avais donné 30 000 € l'année dernière pour sauver cet appartement de la saisie. Mais je ne l'ai pas fait. Une vie entière de conditionnement à rester silencieuse, à ne pas faire de vagues m'a maintenue figée. Je suis restée assise là pendant encore 30 minutes, regardant mon frère et sa fiancée accepter les félicitations pour leur merveilleux cadeau. Regardant mes parents se prélasser dans les éloges d'être des gens si généreux. Finalement, je n'en pouvais plus. Je me suis levée discrètement, j'ai attrapé mon sac à main et je suis sortie de la maison des parents de Chloé. Personne ne m'a même remarqué partir. Le trajet de retour à l'appartement, non, plus mon appartement, fut un flou de lumière de rue brouillé par des larmes que je refusais de reconnaître. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis versé un grand verre de vin et me suis assise sur mon canapé. Le canapé que j'avais acheté avec mon propre argent, fixant les murs que j'avais peints moi-même. Tout dans cet endroit représentait des années de ma vie, mon argent, mon travail. Et maintenant, Benoît allait tout obtenir sur un plateau d'argent. C'est alors que mon téléphone a vibré avec un message de Benoît. Déménage immédiatement. Tu as 2 jours. 2 jours. Pas même une semaine. Pas même une conversation. Juste un message froid me sommant de quitter le foyer que j'avais créé. J'ai fixé ces mots longtemps, sentant quelque chose changer en moi. La blessure et le choc étaient toujours là, mais à travers eux montait quelque chose de nouveau et d'inconnu. La rage. D'une blancheur éclatante et clarifiante. Il pensait pouvoir me jeter comme des ordures. Il pensait pouvoir me voler 30 000 €, m'humilier devant tout le monde, puis me jeter dehors avec 2 jours de préavis. Mais voilà le truc quand on pousse quelqu'un trop loin. Finalement, il riposte. J'ai appelé mon amie Mathilde, qui était mon amie depuis l'université et l'une des rares personnes à savoir à quel point ma famille pouvait être difficile. Mathilde, j'ai besoin d'une faveur, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. Puis-je rester chez toi pendant un certain temps ? J'ai besoin de trouver un nouveau logement. Bien sûr, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas bien ? Je t'expliquerai plus tard. J'ai juste besoin d'un endroit où aller pendant quelques jours le temps de régler les choses. En fait, tu sais quoi ? Mon frère Louis a déménagé en Europe pour le travail le mois dernier. Sa maison est vide. Tu pourrais y rester aussi longtemps que tu en as besoin. Pas de loyer, juste payer les charges. J'ai failli me mettre à pleurer de soulagement. Après avoir raccroché, je suis restée assise là à réfléchir à la suite. Puis une idée a commencé à germer dans mon esprit. Si mes parents voulaient jouer, je pouvais aussi jouer. J'ai appelé la compagnie de service et leur ai demandé de venir dès le matin. J'ai besoin que vous débranchiez et enleviez tous les appareils, leur ai-je dit, le lave-vaisselle, le réfrigérateur, la cuisinière, tout. J'ai également besoin que vous enleviez toutes les prises électriques et les accessoires de plomberie. L'homme au téléphone semblait confus. Madame, cela va laisser l'endroit assez vide. C'est exactement ce que je veux, ai-je dit, une nouvelle force dans ma voix. J'ai acheté toutes ces choses avec mon propre argent, alors je les emporte avec moi. Le lendemain, l'équipe est arrivée tôt et s'est mise au travail. Ils ont débranché le lave-vaisselle, débranché le réfrigérateur, retiré la cuisinière. Ils ont retiré toutes les prises électriques que j'avais installées, retiré les nouveaux accessoires de salle de bain, ont même pris les jolis luminaires que j'avais achetés pour remplacer les anciens. Mais la pièce de résistance, le sol stratifié, c'est ce qui a pris le plus de temps. Ils ont dû le retirer pièce par pièce, mais j'avais gardé le reçu original, donc je savais exactement ce que j'avais payé. Chaque planche était la mienne. Les regarder dépouiller l'endroit était étrangement thérapeutique. À chaque objet qu'ils retiraient, je sentais un peu de mon pouvoir revenir. Ce n'était pas seulement une vengeance mesquine. C'était une récupération. Reprendre ce qui m'appartenait de droit. Ce soir-là, j'ai appelé une entreprise de déménagement. Ils sont venus et ont chargé tous mes meubles, tous les appareils, tous les matériaux de revêtement de sol, tout. Mathilde m'a rencontré chez Louis avec les clés, et nous avons passé la nuit à tout déménager. Quand nous avons eu fini,
j'ai pris les clés de l'appartement et les ai mises dans une enveloppe. J'ai écrit un petit mot. J'ai déménagé comme demandé. L'appartement est à vous maintenant. Je l'ai envoyé par coursier chez mes parents. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 7 heures. C'était ma mère, puis mon père, puis Benoît qui appelait encore et encore. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis les messages textes ont commencé à arriver. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Nous appelons la police. Tu ne peux pas simplement détruire notre propriété. Tu vas payer pour ça. Finalement, vers midi, j'ai répondu quand ma mère a appelé. Élodie, qu'est-ce que tu as fait, a-t-elle crié dès que j'ai décroché. J'ai déménagé comme vous l'avez demandé, ai-je dit calmement. Tu as détruit l'appartement. Tu as tout pris, les prises, la plomberie, les sols. Il est complètement vidé. J'ai pris ce qui m'appartenait, ai-je dit. J'ai acheté toutes ces choses avec mon propre argent. J'ai les reçus pour le prouver. Tu es vindicative. C'est tellement mesquin. Nous pourrions te faire arrêter. Allez-y, ai-je dit. Appelez la police. Dites-leur que j'ai pris mes propres biens quand j'ai déménagé. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés d'entendre comment vous m'avez escroqué de 30 000 € et m'avez ensuite mise à la porte avec 2 jours de préavis. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Élodie, tu n'aurais pas dû faire ça, a dit ma mère finalement, sa voix plus calme maintenant. Écoute, nous pouvons trouver un arrangement. Peut-être que nous pouvons compter ces 30 000 € comme un cadeau de mariage pour Benoît. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Un cadeau de mariage. Ils essayaient de justifier rétroactivement le vol de mon argent en l'appelant un cadeau à mon frère. Vous êtes tous des menteurs, ai-je dit, vous m'avez menti. Vous m'avez utilisé. Et vous m'avez jeté quand cela vous arrangeait. Alors, je vous traite exactement comme vous méritez d'être traité. Élodie, s'il te plaît. Oh, et maman, vous n'avez encore rien vu. J'ai une autre surprise qui arrive pour vous. Puis j'ai raccroché. Le lendemain matin, j'ai appelé une entreprise de remorquage. J'avais une dernière carte à jouer. J'ai besoin que vous veniez chercher une voiture à cette adresse, leur ai-je dit, en leur donnant le numéro de la maison de mes parents. C'est une Honda Civic bleue, plaque d'immatriculation KM 2000. Je suis la propriétaire légale, et j'ai tous les papiers pour le prouver. La voiture était quelque chose que j'avais presque oublié dans tout ce gâchis. Il y a 3 ans, quand mes parents ont commencé à avoir des problèmes d'argent, ils avaient demandé s'ils pouvaient l'emprunter temporairement le temps de régler leur situation de transport. C'était il y a 3 ans. Je m'étais acheté une nouvelle voiture et les avais laissés continuer à utiliser la Honda. Je payais toujours l'assurance, j'étais toujours la propriétaire légale, mais je la leur avais pratiquement donnée. Un autre de mes nombreux gestes généreux qu'ils avaient apparemment oubliés. Le chauffeur de la dépanneuse m'a appelé 1 heure plus tard. Madame, j'ai votre voiture. Il y avait d'un couple plus âgé qui est sorti en criant à ce sujet, mais je leur ai montré les papiers. Ils n'ont rien pu faire. Parfait, ai-je dit, apportez-la à cette adresse. 15 minutes après l'arrivée de la voiture, mon téléphone a explosé d'appels à nouveau. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux, mais les messages textes étaient autre chose. Tu ne peux pas simplement voler notre voiture. Nous avons besoin de cette voiture pour le travail. Nous n'avons pas d'argent pour une autre voiture. Tu es une personne horrible. Mon frère m'a envoyé le meilleur. Tu es une parfaite imbécile, ne t'embête pas à venir à mon mariage. Celui-là m'a fait rire aux éclats, comme si j'avais jamais voulu célébrer avec eux à nouveau. J'ai bloqué tous leurs numéros après ça. J'en avais marre d'écouter leurs plaintes. 3 semaines plus tard, j'ai mis la Honda en vente. Elle était en excellent état et s'est vendue en 1 semaine pour 12 000 €. Quand j'ai déposé ce chèque, j'ai souri pour la première fois depuis des mois. 12 000 €. Pas tout à fait les 30 000 € qu'ils m'avaient volés, mais c'était quelque chose. C'était un début. Environ 2 semaines après ça, j'ai reçu un appel de Chloé. J'ai été surprise d'avoir de ses nouvelles, mais j'ai répondu « Salut, Chloé. Qu'est-ce qui se passe ? Élodie, j'ai vraiment besoin de te parler. On peut se retrouver quelque part ?
Nous nous sommes rencontrés dans un café en centre-ville. Chloé avait l'air fatiguée, stressée, rien à voir avec la future mariée radieuse que j'avais vue à la fête de fiançailles. Tes parents m'ont tout raconté, a-t-elle dit dès que nous nous sommes assises, sur ce qui s'est passé avec l'appartement. Ils te blâment pour tout, disant que tu es vindicative et que tu essaies de détruire leur famille. Et qu'est-ce que Benoît a dit? Le visage de Chloé s'est assombri. Il était entièrement d'accord avec eux. Il t'a traité d'avare et de vindicative. Il a dit que tu cherchais juste à créer des problèmes parce que tu étais jalouse de notre relation. Et qu'as-tu pensé de tout ça? Élodie, je savais que tu vivais dans l'appartement de tes parents. J'y suis allée te rendre visite plusieurs fois au fil des ans, mais je n'avais aucune idée que tu avais payé 30 000 € pour le sauver de la saisie. Je n'avais aucune idée que tu avais rénové tout l'endroit avec ton propre argent, que tu avais payé un loyer toutes ces années. Eh bien, maintenant tu sais, ai-je dit. Je ne peux pas l'épouser, a dit Chloé soudainement. Je ne peux pas me marier dans une famille qui ferait quelque chose comme ça. Et Benoît, la façon dont il a parlé de toi, sa propre sœur, ça m'a dégoûtée. Chloé, tu dois prendre ta propre décision à ce sujet. Ne laisse pas ma situation influencer ce que tu veux faire de ta vie. Ce n'est pas seulement ta situation, a-t-elle dit. C'est la façon dont ils ont tous géré ça. Tes parents t'ont menti, t'ont volé, puis ont agi comme si tu étais le problème. Et Benoît a juste suivi. Il n'a même pas essayé de réparer les choses. Un mois plus tard, ma tante Barbara a appelé pour me dire que Chloé avait rompu les fiançailles. Le mariage était annulé. Tes parents et Benoît sont furieux, a-t-elle dit. Ils te blâment, disant que tu l'as monté contre eux. Bien sûr qu'ils le sont, ai-je dit, Dieu leur pardonne de prendre la responsabilité de leurs propres actions. 6 mois se sont écoulés depuis. Je vis toujours chez Louis, en le gardant propre et en payant les charges. J'ai économisé comme une folle sans les paiements de loyer, mettant déjà de côté suffisamment pour un apport pour mon propre logement. Mes parents et Benoît ont essayé de me contacter par l'intermédiaire d'autres membres de la famille à quelques reprises, mais j'ai clairement indiqué que je n'étais pas intéressée par la réconciliation. Ils ont fait leur choix lorsqu'ils ont décidé de me mentir et de me voler. J'ai fait le mien. Est-ce que la famille me manque? Parfois, mais l'impression constante d'être la deuxième meilleure ne me manque pas. L'idée d'être utilisée et manipulée ne me manque pas. L'impression d'être traitée comme si je ne comptais pas ne me manque pas. Je considère la rupture des fiançailles de Benoît comme un bonus. Je n'avais pas prévu que cela arrive, mais je ne suis pas désolée que cela se soit produit. Chloé méritait mieux que d'épouser une famille de menteurs et de voleurs. Et Benoît méritait de perdre quelque chose qui lui tenait à cœur, tout comme moi. Suis-je en colère? Pas vraiment. Plus maintenant. Je suis déçue. Bien sûr. Je suis blessée par la facilité avec laquelle ils m'ont jetée. Mais surtout, je suis simplement soulagée d'être libérée d'eux. Ils peuvent garder leurs mensonges, leur favoritisme et leur jeu. J'ai ma propre vie à construire maintenant. Et je vais m'assurer que ce soit une bonne vie. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'entendre que parfois, se défendre n'est pas égoïste, c'est de la survie. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de trouver sa force lorsque les personnes qui devraient vous aimer deviennent celles qui vous blessent le plus. Rappelez-vous, la famille est censée vous élever, pas vous détruire.